Je vais présenter maintenant brièvement Jean-Jacques Viseur. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Avocat de formation, il était député, ministre des Finances, également bourgmestre de Charleroi de 2007 à 2012, tout comme Alfred Kalifis, que pas mal d'entre vous ont connu comme président des Néo, et Philippe Mesdac, il était militant au sein de la démocratie chrétienne. Alors, je rappelle également que la définition des trois priorités qu'on vient de voir est le résultat d'une véritable démarche d'éducation permanente. Ce ne sont pas des intellectuels en chambre qui ont décidé de ces trois priorités, mais un travail fort fourni entre à la fois les régionaux et les nationaux. Alors, ce que je vais demander dans un premier temps, si Jean-Jacques veut bien, c'est de présenter rapidement les trois priorités, mais les trois priorités actualisées. Comme nous l'avons dit, les priorités qu'on vous a présentées tout à l'heure ont été définies avant le Covid. Or, le Covid a changé beaucoup de choses. Alors, Jean-Jacques, si tu veux bien, mais assez rapidement, puis on les reprendra une à une, priorité par priorité, les actualiser. Merci. Merci beaucoup, Guy. J'ai été impressionné par le montage que vous avez réussi à faire et qui montre toutes les ressources que l'on trouve chez nos militants. Tu poses effectivement la bonne question. La Covid a extraordinairement accentué les difficultés que nous prévoyons il y a un peu plus d'un an. C'est vrai qu'en ce qui concerne nos trois priorités, la Covid a frappé brutalement. D'abord, en ce qui concerne le vieillissement, je pense qu'on a vraiment assisté à un scandale dans les maisons de repos. Les choses étaient mal préparées. Les réponses à la pandémie ont été faibles et à certains endroits, je fais simplement allusion à l'analyse qui a été faite par Amnesty International, à certains endroits, on a assisté à une négligence totale à l'égard des personnes âgées en maison de repos, avec comme conséquence un record de décès qui a placé la Belgique vraiment en tête sur le plan mondial des conséquences dommageables de la Covid. Donc, manifestement, on était mal préparé et l'on n'était pas dans une position permettant de réagir rapidement et de réagir efficacement. Et la solitude, dont on reparlera certainement, s'est accentuée. On a vraiment isolé des personnes qui ont par là perdu toute joie et tout plaisir de vivre. Et au-delà de l'action de la Covid, il y a eu ce phénomène de glissement qui fait que les gens vivant en maison de repos, et pour un bon nombre d'entre eux, n'ont plus envie de vivre parce qu'ils perdaient tous leurs repères et tous leurs contacts. Donc, clairement, la réponse donnée par notre État et nos régions au vieillissement a été insuffisante dans les maisons de repos, inadaptée, et ça a été vrai pour les maisons de repos, mais également pour les personnes vivant à domicile. Il faut vraiment que l'on prenne à cet égard-là des mesures radicales. Deuxième thème que nous avions choisi, c'est le thème de la protection de la nature, de la biodiversité, de la lutte contre la dégradation climatique. Et là aussi, la Covid a joué comme révélateur, puisqu'il est clairement apparu que le monde tel qu'on l'a vécu jusqu'à l'apparition de la pandémie ne pouvait pas continuer. Rien ne peut continuer comme avant, et
je crois que nous devons être particulièrement attentifs et que notre démarche doit s'inscrire dans une logique où l'on intègre beaucoup plus les problèmes de la détérioration du climat dans notre réflexion. Je ne sais pas si le climat a été la cause ou une des causes de la pandémie, mais en tout cas, notre mode de vie un peu irréfléchi et sans précaution apparaît comme totalement dépassé et nous ne pouvons pas laisser le monde retomber dans les excès que nous avons connus. Et le troisième thème, le thème... Jean-Jacques, excuse-moi, peut-être, je partage tout à fait ce que tu viens de dire, mais lors de la pandémie, on a quand même vu des choses positives. J'en pense à quelques-uns. D'abord, davantage de déplacements en vélo, donc moins d'utilisation de la voiture, moins de trajets en avion, évidemment, davantage de consommation des ménages avec des circuits courts. Donc, il y a quand même eu, à mon sens, quelques éléments positifs qui nous montrent peut-être une route pour l'avenir. Tu as tout à fait raison, Guy. C'est vraiment, ça a été l'occasion d'un début de modification des comportements. Mais je suis relativement sceptique dans la mesure où, dès que le premier confinement a été achevé et que l'on est entré dans le déconfinement, on a vu ces pratiques. Je ne dis pas l'utilisation du vélo qui semble maintenant bien implantée, mais on a vu notamment la pratique des circuits courts diminuer fortement. Or, il faut que ces pratiques restent comme des acquis et soient poursuivies. Que le problème a été perçu par la population, mais je crains que l'on retombe, si on ne prend pas des mesures plus radicales, que l'on retombe dans les travers du passé. Or, on doit absolument l'éviter parce que même comme cela, il faut constater que si la production de gaz à effet de serre a effectivement diminué, nous n'atteignons même pas aujourd'hui les objectifs climat que la conférence de Paris s'était fixée. Donc, il faut poursuivre et amplifier les efforts et je crois, j'y viendrai en détaillant l'évolution de nos travaux à cet égard, je crois vraiment que le problème est d'actualité, il est impératif et que nous devons y apporter une réponse. Et le troisième thème que nous avions privilégié, le thème des inégalités, est particulièrement d'actualité. D'abord, deux éléments importants. La sécurité sociale a retrouvé ses lettres de noblesse. Depuis 30 ans, on a l'impression que la sécurité sociale était considérée comme une charge, un problème, plutôt que comme une solution. Or, si elle n'avait pas existé durant ces 12 derniers mois, nous aurions été plongés dans une crise économique et sociale d'une ampleur jamais atteinte. Et donc, un peu partout, dans notre pays et dans les pays voisins, on a redécouvert à quel point la sécurité sociale était un élément d'équilibre et permettait de limiter les dégâts de la crise. Mais il n'en reste pas moins que les inégalités se sont renforcées et que ce que l'on appelle vulgairement les trous dans la raquette ont montré combien les dégâts pouvaient être terribles pour ceux qui n'avaient pas une protection via la sécurité sociale et pour ceux qui, ayant une protection insuffisante, et je pense aux petites pensions, se trouvaient bousculés par les effets de cette crise. Et donc, en ce qui concerne les trois priorités que nous nous sommes données, j'ai vraiment l'impression que toutes les trois sont tout à fait d'actualité, sont encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a un an et appellent des réponses qui sont des réponses vraiment originales. Et les travaux que nous avons menés, que je détaillerai tout à l'heure, vont vraiment dans ce sens que non seulement nous avons une attitude défensive par rapport aux méfaits de l'isolement, aux méfaits
de la détérioration du climat et au méfait d'une protection sociale insuffisante, mais que nous avons retrouvé une énergie, et je pense qu'elle sera partagée dans les différentes régionales, avec des solutions qui sont des solutions vraiment innovantes, parfois un peu utopiques, mais qui toutes s'inscrivent dans une reconstruction de notre monde pour qu'il soit meilleur que celui que nous avons subi et qui a été tellement mis en évidence par la détérioration qui a accompagné la Covid. Voilà, merci Michel du petit conseil. Un élément peut-être, on parle beaucoup de l'Europe maintenant. J'ai été frappé au niveau des inégalités par quelques chiffres. Je vais peut-être les lire parce que on fait partie d'un ensemble. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, les trois priorités sont interconnectées, mais nous vivons actuellement dans un ensemble. Au niveau de l'Europe, je constate, j'ai pu lire avant-hier que 23% d'enfants vivaient dans la pauvreté. 40% des familles monoparentales, constituées principalement par des femmes, risquent de vivre dans la pauvreté. Un autre élément qui me frappe également, c'est au niveau des jeunes. On constate que les jeunes de moins de 30 ans, tantôt tu as parlé que des pensionnés, beaucoup vivaient dans la pauvreté, mais je pense qu'actuellement, les personnes qui vivent le plus dans la pauvreté, ce sont les majeurs de moins de 30 ans. Voilà. Avant de passer peut-être aux questions que les participants vont poser, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, le problème est d'autant plus scandaleux que l'Europe reste une des régions les plus riches avec les États-Unis et que les chiffres que tu donnes et qui sont exacts sont absolument effrayants. Alors, c'est vrai que si la crise a confirmé le fait qu'un certain nombre de pensionnés vivent dans des conditions économiques dramatiques, on a pu mesurer combien les jeunes ont subi de plein fouet les conséquences de la crise. Alors, ils ont subi ça sur le plan psychologique, ils ont vécu ça aussi sur le plan matériel, et ce qui a éclaté durant cette année, c'est la faiblesse de leur situation. Bon nombre ont cru qu'ils pouvaient, par des petits boulots, par des jobs temporaires, compenser un manque de revenus et atteindre un niveau minimum de vie. En réalité, la crise a montré à quel point la fragilité de ces jobs, le fait que c'était les premiers visés lorsque l'on supprimait ou lorsque l'on suspendait certaines missions, tout ça a montré la fragilité d'un monde qui est incapable d'assurer aux jeunes générations un niveau de vie minimum. Et je dirais qu'une des conséquences dans notre réflexion de cette situation, c'est que l'idée d'un revenu universel qui était considéré avec beaucoup de méfiance il y a encore quelques mois devient d'actualité parce que l'on se dit il n'est vraiment pas possible que l'on maintienne toute une partie de la population hors de la richesse distribuée à l'intérieur de l'Europe. Et ce qui est certain, c'est que à travers la crise, l'Europe a montré le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est que on ne dira jamais assez combien la décision d'intervenir dans la solution de la crise par une démarche qui soit une démarche européenne et pas seulement par une démarche des États, on n'a pas dit assez à quel point c'était une vraie révolution. Et une révolution positive puisque ça crée vraiment un élément et un instrument de solidarité. Alors, à l'échelle des problèmes, les 750 milliards qui sont injectés à l'initiative de la Banque centrale européenne
c'est peut-être une goutte d'eau, une grosse goutte d'eau quand même, mais c'est peut-être un élément qui est insuffisant, mais c'est un premier pas. Et c'est un premier pas qui indique à quel point nous devons, face à la dégradation de la situation dans certains pays, dans certaines régions et dans certaines générations, faire de la solidarité le fondement même de l'activité européenne. Je crois que à travers cette crise, ce qui est apparu, c'est que l'égoïsme qui est toujours présent, l'égoïsme des nations les plus riches, des radins dont on a parlé, des pays comme les Pays-Bas qui ne voulaient pas, les Pays-Bas, la Suède, l'Autriche, qui ne voulaient pas entrer dans une logique de solidarité, combien cette attitude était inadmissible et incompatible avec les principes de base de l'Europe. Et donc, il est vraiment important de profiter du moment présent et de la reconstruction qui s'annonce pour adopter des mesures qui soient des mesures tout à fait nouvelles, mais qui soient essentiellement fondées sur la solidarité. Solidarité entre les États les plus riches et les États moins riches, solidarité entre les générations et prise en compte, que ce soit au niveau européen ou au niveau des nations, de l'obligation de garantir à chacun et aux plus faibles un niveau minimum. Quand tu cites 23% d'enfants qui vivent dans la pauvreté, 40% de familles monoparentales, mais ça montre combien scandaleuse est la situation et combien il est indispensable que l'on vienne avec des solutions qui soient de vraies solutions, parce que dans le même temps, les 10% les plus riches se sont encore enrichis, ont encore profité de la crise. Et on arrive vraiment sur ce plan-là à un point de rupture qui impose des initiatives qui soient des initiatives tout à fait intéressantes et importantes pour l'avenir de notre société. Alors, je disais qu'un autre élément qui m'avait frappé, qui fait lien entre les deux priorités, à la fois le climat et à la fois les égalités, c'est l'enquête d'Oxfam de septembre 2020, qui montrait comment plus on était riche, plus on consommait, plus on polluait, et que cela va toujours en s'aggravant. Alors là, je pense que nous avons également, en tant que mouvement social, un rôle à jouer. Là aussi, tu as tout à fait raison. L'on a annoncé que la détérioration du climat allait créer un nouveau mouvement d'émigration des plus faibles et que nous allions connaître les réfugiés climatiques en raison même des excès du climat. C'est une menace qui est une menace tout à fait d'actualité. Et dans le même temps, les pays les plus riches qui vont se plaindre de ce renouveau de l'immigration par les réfugiés climatiques sont ceux qui respectent le moins les impératifs climatiques. Et tu l'as fort bien dit, ce sont ces riches qui sont consommateurs, qui consomment sans limite, qui, parce qu'ils consomment beaucoup, polluent beaucoup et créent un nouveau fossé important vis-à-vis des pauvres, et notamment vis-à-vis des pays du Sud qui sont plus exposés aux famines, à la montée des eaux et à leur complication énorme de maintenir une vie quelconque dans les régions où ils se trouvent actuellement. Donc, il est évident que quand je dis que nous sommes à un moment où une bascule pourrait se passer, c'est que nous sommes vraiment dans une situation où les inégalités deviennent tellement importantes, elles sont tellement présentes un peu partout, que
une des solutions, et c'est évidemment pas celle que l'on souhaite, c'est la révolution qui puisse venir modifier complètement cet équilibre. Thomas Piketty, qui est un économiste tout à fait intéressant par les idées qu'il porte, signalait dans un de ses derniers ouvrages à quel point notre situation se rapproche de la situation du 19e siècle. C'est-à-dire une élite, et l'élite est plus importante qu'elle ne l'était au 19e, mais une élite qui concentre les richesses et qui concentre de plus en plus les richesses, et face à ça, les pauvres qui se trouvent dans une situation où le désespoir, l'absence d'ascenseur social pourrait déboucher sur une volonté de renverser la table et de provoquer une révolution. Donc, nous sommes dans une situation où il y a une vraie instabilité grave créée par ces inégalités, instabilité qui ne peut vraiment déboucher sur la résignation. À un certain moment, lorsque les gens n'ont plus rien à perdre, eh bien, ils ne voient plus que dans la révolution la solution à leurs difficultés. Et ne serait-ce que sur ce plan de la sécurité du monde, je crois que l'irresponsabilité de ceux qui continuent à consommer et à créer les écarts entre les riches et les pauvres devrait amener à une situation irréversible. Et je crois qu'il vaut mieux prévenir en la matière que tenter de guérir. Et donc, dans nos propositions, nous devons vraiment apporter des réponses à cette croissance incroyable des inégalités. Oui, un grand merci. Je propose de voir avec toi s'il y a encore des choses essentielles que tu veux nous dire, parce qu'on avait prévu à partir d'11 heures, et il nous reste 3 minutes, de répondre aux questions des participants. Je vais essayer d'aller vite en 3 minutes pour vous dire que actuellement, sur les 3 thèmes qui sont nos priorités, on a établi au niveau national 3 groupes de travail qui vont clôturer leurs activités vers la moitié du mois de juin, en tout cas avant notre Assemblée générale de fin juin. Après que l'Assemblée générale ait reçu le fruit de ses travaux, les résultats vont être transmis à chacune des régionales et jusqu'à la fin de l'année, les régionales et notamment les CSR vont être priés de s'approprier les travaux, de les corriger, de les modifier, de les compléter pour que fin de l'année, on ait vraiment un mouvement qui ait tout à fait digéré ces propositions. Donc ça, c'est un travail important. Nous avançons bien. Personnellement, j'ai pris en charge le groupe des inégalités et nous avons développé vraiment une approche que je pense originale, c'est-à-dire que nous sommes partis de l'analyse de la monnaie. Nous avons eu un superbe exposé sur l'évolution en matière monétaire et la découverte que entre la gestion du budget d'un ménage et la gestion du budget des États, il y avait une profonde différence. Et que la pensée dominante qui consiste à vanter l'orthodoxie budgétaire et à considérer que les dépenses, notamment en matière sociale, sont des charges souvent inutiles, que cette thèse peut être battue en brèche par une analyse nouvelle de la monnaie. Analyse qui a d'ailleurs déjà commencé d'une part au niveau de la Banque centrale européenne, qui a modifié et a tourné à partir des initiatives de Mario Draghi les principes extrêmement contraignants du traité de Maastricht, et d'autre part, et vous l'avez vu dans l'actualité récente, toute une série d'économistes
ont en tout cas proposé que la partie de la dette que nos États ont contractée pour lutter contre le corona, la Covid-19, que cette partie de la dette soit neutralisée, soit par la suppression de cette partie de la dette, soit par le fait qu'on la fait rouler, c'est-à-dire qu'on la prolonge de décennie en décennie et même que l'on crée de la dette à 100 ans ou à 75 ans, c'est-à-dire de la dette qu'on ne remboursera jamais pour permettre vraiment que des initiatives soient prises. Il faut aussi relever, c'est un point capital, que les règles de Maastricht ont été balayées par tous les pays, en tout cas par les principaux pays que sont l'Allemagne et la France. Et donc, ces fameuses règles, avec l'exigence de limiter la dette à 60% du PIB, de limiter à 3% le déficit annuel, de limiter à 0,5% le déficit courant, ces règles n'existent plus. Et donc, va commencer au niveau européen une grande discussion pour savoir comment on va créer un nouveau pacte de stabilité, donc comment on va adapter les règles de Maastricht. Je rappelle à cet égard que depuis 30 ans, nous vivons sous la domination de l'orthodoxie budgétaire et que, en réalité, on découvre maintenant qu'il est possible, par des politiques particulières menées au niveau de la Banque centrale et au niveau des États, couplé au fait que nous avons maintenant des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, sinon négatifs, on pourrait rompre avec cette orthodoxie et redéfinir un certain nombre de règles adaptées à la situation réelle de la pauvreté et des inégalités sociales. C'est évidemment un point de départ qui est un point un peu révolutionnaire, qui a sa part d'utopie, mais qui n'est pas impossible à atteindre. Donc, on va axer les travaux, mais je vois qu'il est déjà 11h02, donc je vais accélérer. On va axer les travaux de cette commission de sécurité sociale ou inégalité vers des propositions pratiques. Parmi ces propositions pratiques, certainement une modification de la fiscalité, mais pas que, et aussi certainement pour les personnes âgées, l'idée de partir, comme le font les Pays-Bas d'ailleurs, d'un revenu minimum qui s'ajouterait à la GRAPA, mais qui ferait partie, contrairement à la GRAPA qui est de l'aide sociale, de la sécurité sociale. Donc un revenu minimum auquel s'ajouterait la GRAPA pour atteindre pour tous ce minimum de 1 500 € dont on a parlé. Parce que les propositions actuelles du gouvernement, c'est 1 500 € pour une carrière complète. Or, on sait vraiment que les vrais problèmes qui se posent, c'est moins pour les carrières complètes que pour les carrières incomplètes ou les ruptures régulières de travail durant la vie active. Et c'est là qu'il faut faire porter les efforts pour atteindre à un minimum qui soit un minimum pour tous et pas seulement pour les carrières complètes. 2 mots du climat. Sur ce plan-là, notre cellule Mundaneo a vraiment bien avancé vers une conjugaison à la fois de modification de comportement individuel, parce qu'on se rend bien compte à quel point ces comportements individuels sont importants dans la mesure où ils permettent psychologiquement et culturellement d'intégrer la dégradation climatique et la nécessité d'y répondre. Et donc, plus que jamais, le colibri est indispensable. Et donc, sur ce plan-là, diverses propositions sont mises en place, mais on a aussi affirmé, on le verra à travers les régionales, si les régionales nous suivent, à quel point il y a quand même une priorité d'action dans le chef des pouvoirs publics. On ne sait rien faire si
les pouvoirs publics ne prennent pas des décisions radicales qui sont des décisions de contrainte, de limitation, d'incitation, mais qui doivent s'inscrire dans un volontarisme qui ne soit pas utopique, mais qui soit réaliste et qui puisse se mesurer année après année. Enfin, en ce qui concerne le vieillissement, 4 séances ont lieu pour le moment. Je ne sais pas si certains d'entre vous y participent, à l'initiative de Sylvie Martens, et elle me disait à quel point la solitude est devenue vraiment la crainte majeure des aînés, et combien la réponse à la solitude va empêcher et les dépressions et le phénomène de glissement et la situation d'abandon que beaucoup de personnes âgées ressentent. C'est une montée en puissance d'un sentiment qui est un sentiment dramatique. Et donc sur ce plan-là, de façon très pratique, nous allons tenter d'apporter une panoplie de solutions avec l'inspiration de ce qui se fait à l'étranger, de ce qui se fait en Belgique, de certaines expériences, parce que cette lutte contre la solitude est certainement l'ambition que l'on doit assumer comme Énéo. Donc, tous ces travaux aboutiront dans le courant du mois de juin, soit, on verra où on en sera au niveau de l'isolement et du confinement, mais l'idéal, ça aboutira à des séances ou à des journées à Créagora, une journée par thème où on affinera les travaux, et puis la décision de notre Assemblée générale de renvoyer ça vers les régions où on espère que le débat va durer au moins 4 mois, donc les 4 mois du dernier quadrimestre, pour vraiment arriver tout début 2022 à un focus sur ces 3 thèmes qui révèlent à la fois notre détermination, notre originalité et notre volonté de peser sur les décisions publiques, le tout se concrétisant finalement par le Congrès. Donc, on est vraiment dans le triptyque voir, juger, agir. À la fois, le voir s'accentue et le jugement est en train de s'élaborer. Et puis, 2022, nous serons à l'agir. Je voulais quand même préciser, quand j'ai dans mon mail, j'ai mis des milliers, évidemment, c'est des milliards. Et je voulais faire la comparaison avec la crise de 2018, où les États sont mobilisés pour sauver les banques, et il n'y a rien eu vraiment comme redistribution. Ici, de nouveau, on est en train de mobiliser des milliards, mais c'est la Sécu qui sauve les gens. Voilà, ça me semble important. Tout à fait. Donc, la réponse, tu as tout à fait raison pour dire que le problème des GAFA, c'est que ils ne payent pas beaucoup d'impôts, et il faudrait sur ce plan-là, mais ça demande des accords au niveau mondial, hélas, mais il faudrait clairement que la taxation se fasse en raison de leur chiffre d'affaires pays par pays, puisqu'il y a une chose qu'ils ne peuvent pas transférer d'un pays à l'autre, c'est évidemment leurs clients. Et donc, ce serait assez simple, c'est que l'on prendrait leur chiffre d'affaires dans le pays ou en faveur des habitants du pays, et on appliquerait une taxation forfaitaire. Alors, je pense que c'est difficile de l'élaborer à partir d'un seul pays, parce qu'un pays comme la Belgique est trop petit, évidemment, et la suppression de l'exercice de leur activité en Belgique ne modifierait pas fondamentalement leur situation, mais au niveau européen, c'est possible. Parce que si un marché de 425 millions de personnes risquait de leur échapper, là, ils arriveraient à des réactions. Et donc, l'Europe doit jouer un rôle sur ce plan-là. J'ai un relatif optimisme parce que l'Europe va devoir, quoi qu'il arrive, jouer un rôle pour assurer son équilibre financier. Alors, on parle
d'une taxe plastique applicable au niveau européen et d'ailleurs liée à la partie près des 750 milliards mobilisés par la Banque centrale européenne. Ça, c'est très bien. Je pense que dans la même mesure, aucun des États ne pense que la réponse à la crise Covid se trouvera dans une augmentation des impôts des personnes physiques habitant l'Europe. Pourquoi? Parce que nous avons déjà, en tout cas pour un certain nombre de pays, un niveau de taxation important et l'exemple de 2008 a été démonstratif. Mener une politique d'austérité pour sortir d'une crise, c'est renforcer cette crise et c'est vrai qu'après la crise de 2008, l'Europe a eu énormément de mal à reprendre de la croissance parce que ça a été bloqué par l'imposition des personnes et la charge fiscale sur les personnes. Donc, je crois que tous les États ont intérêt à agir à cet égard-là. Jusqu'à présent, un des freins a été la position des États-Unis, puisque Trump était tout à fait opposé et menaçait et a d'ailleurs pratiqué une certaine rétorsion à l'égard des produits européens. On peut espérer qu'avec l'arrivée d'un gouvernement démocrate, il soit plus sensible à ce problème et qu'il participe à cette logique, parce qu'ils ont aussi intérêt à appliquer une taxation. Et c'est vrai que le programme de Biden est très ambitieux, notamment sur le plan de l'amélioration radicale du salaire minimum et sur la lutte pour la défense du climat, mais il y aura besoin d'argent pour ça. Et que les cadeaux faits aux riches et aux GAFA par l'administration Trump ne pourront pas être maintenus. Donc, je crois que nous entrons dans une période de négociation qui doit déboucher sur la modification. Alors, où l'Europe agit seule, et je pense qu'elle a un poids économique suffisant pour le faire, et que les réticences à l'intérieur de l'Europe ne sont pas énormes par rapport à la taxation des GAFA. Je pense que les États-Unis auront une attitude plus ouverte et en tout cas ne pratiqueront pas ces mesures de rétorsion. Et c'est une des solutions, parmi d'autres, mais une des solutions qui permettrait de réorienter nos budgets. Ce qui, je le répète, ce qui me paraît extrêmement important, c'est que suite à l'éclatement du traité de Maastricht, ou en tout cas des règles de Maastricht, il faut qu'on redéfinisse un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre dans la société devrait sanctuariser un certain nombre de dépenses, comme les dépenses de sécurité sociale, parce qu'elles sont l'instrument qui, prioritairement, doit réduire les inégalités. Donc, je suis un peu plus optimiste qu'on ne pouvait l'être il y a un an. Nadine de Neubourg indique que la solitude entraîne plus ou moins lentement le phénomène de glissement. L'importance de l'aidant proche est à considérer aussi. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Donc, on s'engage, mais je dirais presque comme dans la procession d'Echternach, on s'engage petit à petit vers un statut de l'aidant proche parce que son intervention est capitale. Comme je l'avais dit l'année passée, cette génération sandwich est particulièrement mal embarquée et la crise Covid a démontré, notamment à l'égard des petits-enfants, à quel point les grands-parents étaient essentiels, indispensables pour suppléer certainement le fait que les parents sont moins disponibles ou travaillent, mais ça occupe une partie des activités. Alors, en ce qui concerne les aidants proches, je crois qu'il faut vraiment s'engager dans un système où ils puissent bénéficier à la fois de formation, parce que c'est pas facile de s'occuper de personnes très âgées, et donc une formation est indispensable, de protection sociale, soit par l'extension
des possibilités de prendre un congé partiel ou bien un créditant, et aussi par des interventions matérielles dans la mesure où ils évitent un certain nombre de dépenses importantes sur le plan des soins apportés aux personnes âgées. Ils sont évidemment les mieux placés pour lutter contre le phénomène de glissement. Combien nous avons tous des échos de personnes âgées qui ont connu ou qui ont vécu ce phénomène de glissement parce qu'ils étaient coupés de leurs proches. Et c'est le proche qui est le mieux placé pour accompagner dans la vieillesse les personnes les plus âgées. Et donc, il y a un effort considérable à faire. Le principe de la reconnaissance de l'aidant proche est acquis par la loi. Ces applications pratiques sont encore tellement faibles qu'il faut vraiment consacrer des montants à cela. Je suis personnellement partisan d'une nouvelle branche de la sécurité sociale qui viserait le vieillissement et qui porterait non seulement sur les aspects soins physiques, mais qui porterait aussi, donc pas seulement les soins de santé, mais qui porterait sur tout l'accompagnement psychologique et humain des personnes les plus âgées. Ça coûtera cher, mais c'est de nouveau une obligation indispensable d'une société équilibrée. Ok. Comme il y a encore 2 questions, même 3. Une remarque de Robert Cato. Je crois en toute humilité qu'espérer que l'on retourne à une situation plus raisonnable comme celle que nous connaissons aujourd'hui dans le confinement, solidarité, partage, consommation locale et raisonnable, moins de déplacements, etc., est un peu utopique. Les gens vont reprendre leurs habitudes. Alors, en plus de nos actions citoyennes et sociales, les États ne devraient-ils pas se montrer plus imaginatifs et directifs dans les prises de mesures économiques, sociales et environnementales? Déconseillé, ça ne marche malheureusement pas. Je partage la crainte. Je pense que la Covid a provoqué des réactions qui sont des réactions intéressantes et positives, mais que, encore une fois, l'exemple du premier déconfinement a montré que l'on revient vite à de vieilles habitudes. Mais la question n'est plus de constater, la question est de lutter contre la dégradation, et notamment la dégradation climatique. Alors, c'est le rôle des États de faire en sorte que, à l'issue de cette crise, les déséquilibres qui se sont manifestés et les inégalités qui se sont créées reçoivent une réponse. Si on ne répond pas au désarroi des jeunes, je crains que l'on aille vers des générations perdues et des générations qui nourrissent un ressentiment qui peut déboucher sur des violences. Si on ne parvient pas à faire en sorte que l'équilibre financier soit partiellement rétabli entre les riches et les moins riches, on va aussi vers des difficultés sans nom. Je crois que la crise a montré que le capitalisme tel qu'on l'a vécu depuis le début du XXe siècle a montré ses limites. Et des limites qui sont quand même graves dans leurs conséquences. Faire comme si rien n'était changé, c'est aller directement vers des difficultés sans nom et des problèmes sociaux économiques qui seront gigantesques. Je crois donc que la politique ouvre dans les années à venir une responsabilité d'autant plus grande et qu'il ne faut pas se contenter de demi-mesures. Parce que si l'on maintient les demi-mesures et les réponses partielles, il y a alors 2 risques. Le premier, c'est le triomphe du populisme. Et je ne voudrais vraiment pas que nous soyons entourés de pays
qui repose sur ce populisme. Vous savez, si un jour Marine Le Pen devient présidente en France, c'est pour nous, francophones de Belgique, une catastrophe dont on mesure mal encore les conséquences. Mais ça peut arriver. Et l'exemple Trump en Amérique, partiellement Johnson en Grande-Bretagne, montre qu'on est en présence de dangers qui sont des dangers réels. Et ça, ce ne sont pas des solutions. Et personnellement, je ne crois pas non plus à la pertinence de la révolution, même si à certains moments on est tenté, hein, mais je pense que nous sommes dans une situation où vraiment des mesures positives, radicales mais positives, peuvent déboucher sur un nouvel équilibre qui est absolument indispensable. Merci. Alors, il nous reste 4 minutes pour poser des questions. Jean-Claude, oui. Tu vas devoir choisir dans ces questions-là parce que c'est pas évident. Marie-Alice qui se pose la question, que pensez-vous de l'allocation universelle? Alors, j'étais très adversaire de l'allocation universelle parce que je pensais qu'on était en présence d'une difficulté et que finalement, les gens qui travaillent, et le fait de travailler demande la mobilisation de l'énergie, pouvaient donner l'impression qu'ils favorisaient des gens inactifs. Mais, en ce qui concerne les personnes âgées, j'ai toujours été favorable au système hollandais, qui est en fait un système d'allocation universelle, pour rattraper les écarts et arriver à un équilibre entre pension minimale et besoins dans notre société. En ce qui concerne les autres, je suis hésitant. D'une part, je ne voudrais pas que l'allocation universelle porte atteinte à la sécurité sociale. Ça, il est évident que je suis très inquiet lorsque je vois certaines forces politiques à droite vanter l'allocation universelle comme étant la solution, puisque si c'est pour substituer l'allocation universelle aux interventions de sécurité sociale, c'est nécessairement baisser le niveau des allocations, des interventions sociales et augmenter les inégalités. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, il faut analyser la situation dans un contexte qui est un contexte qui sauvegarde les éléments importants de la sécurité sociale. Le grand avantage de la sécurité sociale, c'est qu'elle est inconditionnelle, et notamment en soins de santé, on voit à quel point c'est utile qu'elle soit inconditionnelle, et qu'elle permet largement une gestion paritaire, puisqu'elle est fondée a priori sur des cotisations sociales. C'est quand même un énorme avantage, et s'il n'y avait eu que les gouvernements, sans partenaires sociaux, pour décider de la sécurité sociale dans les 20 dernières années, je pense que la situation serait encore plus dramatique que ce qu'elle est actuellement. Et donc, sur ce plan-là, je me méfie de l'État, c'est qu'à certains moments, il veut faire des économies, et pour faire des économies, c'est très facile de faire un saut d'index, de réduire les allocations sociales, d'augmenter les prix des médicaments à charge des patients. Je signale qu'actuellement, nous sommes avec plus de 25% du coût de la santé qui reste à charge des patients. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait eu la résistance des mutuelles et la résistance des partenaires sociaux? Donc, ça doit être examiné. Je verrais bien ça comme un complément. Je crois que c'est une réponse à la situation dramatique des jeunes suite à la Covid, mais ne croyons pas que c'est en soi la solution idéale. Elle doit s'accompagner d'un certain nombre de garanties. Voilà. En tout cas, un tout grand merci, Jean-Jacques. Je propose qu'on l'applaudisse, même si on ne l'en voit pas, mais vous pouvez faire des mains et on vous voit. Je vous propose maintenant, lorsque Michel aura lancé la petite image suivante, de vous présenter les 3 webinaires qui vont suivre. Le premier, comme Yann van der Meer est parmi nous, je vais lui demander de le présenter, s'il veut bien, en 1 ou 2 minutes. Yann, à toi la parole. Je suppose que Michel va présenter en même temps une petite image pour soutenir
tes paroles. Mais tu peux commencer, Yann. Bonjour Guy, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui? Très Vous m'entendez bien? Très, très bien, et on te voit bien. C'est bien moi qui suis à l'image, alors que c'est le nom de ma femme qui apparaît sur l'écran. Sans doute, c'est son ordinateur. Donc, je vous parlerai le 5 mars de la Covid et de la place de la vaccination dans les traitements que l'on a pour lutter contre cette maladie. Et donc, je vais, dans une introduction, reprendre les choses à la base et vous expliquer un peu ce qu'est une cellule et ce qu'est un virus, et puis ce qu'est un système immunitaire, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, à quoi sert un vaccin. Et alors, on parlera des types de vaccins, spécialement du vaccin à ARN messager avec ce mode de fonctionnement, puisque c'est celui-là qui est le plus utilisé et aussi qui suscite le plus de crainte dans la population. Et alors, aborder les risques de la vaccination. Peut-on faire confiance à un vaccin qui a été développé en un temps très court? Et quels sont les autres risques? Et puis, en conclusion, ce sera, faut-il se faire vacciner contre la Covid? Donc, vous verrez, ce sera à vous, donc à la base de toutes les données que je vous aurai transmises, de faire votre opinion et je vous donnerai la mienne. Voilà, à bientôt. Voilà, un grand merci. Ben oui, ça approche. Hein. Alors, l'intervenante suivante, ce sera Violaine Watley, secrétaire politique d'Eneo. Donc, ce sera le vendredi 30 avril, toujours aux mêmes heures. Et la dernière, on terminera avec Anne Gemotte, donc, qui est chargée de projet à Eneo, qui parlera de notre capacité de résilience face au Covid. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier le groupe Vidénéo pour la préparation de ce webinaire, à Jean-Jacques Viseur d'avoir accepté notre invitation et à vous tous pour votre participation et vos questions. Voilà. Bonne journée et bon appétit. Au revoir. Thank you.